Deuxième partie de Frontal. Le numéro de ce jour est consacré aux événements qui ont marqué l'année 2024 sur le continent. Et nous évoquions, chers invités, la rupture des accords militaires qui liaient le Tchad à la France. Mais avant le Tchad, toujours en 2024, c'est le Niger qui a également demandé à l'armée française de partir, à savoir que le Burkina Faso l'a fait l'année d'avant, c'est-à-dire en 2023, et le Mali en 2022. Alors, vous vouliez très rapidement chuter Claude Wilfried Kanga par rapport à la question des bases militaires. Oui, il était important de préciser que les indépendances ont été données à ceux qui ne la réclamaient pas, parce qu'aujourd'hui, on nous présente et précisément la chose comme étant une émanation de la volonté africaine. C'est l'Afrique, ses dirigeants X, Y, Z qui a demandé à telle base de s'implanter. La question c'est, que serait-il advenu de ce fameux dirigeant s'il s'y était opposé? L'histoire nous a longuement enseigné la fin de ceux qui ont osé s'insurger. Évidemment, aujourd'hui, on est au XXIe siècle où les choses se passent autrement, notamment de par la puissance médiatique et le dynamisme des populations, mais à la base n'a pas été implantée par la volonté des locaux. Elle est implantée par les desiderata des puissances qui y trouvaient un intérêt et qui, évidemment, devaient trouver un narratif, un justificatif, non seulement auprès de l'opinion internationale, mais aussi auprès des locaux en disant « on est là pour vous protéger ». On vous dira qu'en 2013, c'est Diokounda Traoré qui a demandé l'intervention de l'armée française pour stopper les djihadistes qui marchaient sur Bamako. Maintenant, on peut se poser la question d'où viennent les djihadistes. La logique du pompier pyromane consiste parfois lui-même à générer un problème et à vous pousser soit à se présenter comme étant la solution, soit à vous pousser à le réclamer lui comme solution. La preuve, les fameux contingents venus régler le problème du terrorisme en 2013 ne l'ont pas résolu. Jusqu'à 10 ans plus tard, et l'arrivée des Russes qui, notamment lors de la bataille de Kidal que je mentionnais il y a quelques instants, ont réalisé des résultats significatifs, observables par tout le monde, sans qu'on ait besoin de leur expliquer longtemps. Cette question-là, Karine Orio ne sera pas d'accord avec vous. Mais avant, Bernard Oudin, vous vouliez dire quelque chose par rapport à la question des bases militaires. Pourquoi, à l'opposé de la Grande-Bretagne, qui n'a installé aucune base militaire dans ses anciennes colonies, c'est-à-dire les colonies britanniques, Ghana, Ouganda, Nigeria, etc., pourquoi la France fait l'option d'installer des bases militaires dans ses anciennes colonies? Elle n'a pas installé des bases, elle a conservé son dispositif militaire qu'elle avait pendant l'époque coloniale. Et le problème, c'est qu'il faut analyser le passage de la situation coloniale aux indépendances, qui a été au début une indépendance dans l'interdépendance, si je puis dire. Moi, j'ai grandi à cette époque-là, j'étais au lycée d'Abidjan au collège quand il y a eu les indépendances en Côte d'Ivoire, et on n'avait pas senti de différence. À part la couleur du drapeau à l'entrée de l'école, il n'y avait pas beaucoup de différence. Donc il n'y avait pas d'indépendance. Et il n'y avait pas une indépendance comme on peut l'imaginer, etc. D'accord. Et avec le temps qui passe, certains chefs d'État africains, et je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Bédier pour le coup de 99, Chirac avait dit, à la demande de Dupuche, qui était le monsieur Afrique de Chirac, qui avait été ambassadeur 18 ans en Côte d'Ivoire, qui était quasiment un ami de Bédier, il faut faire intervenir l'armée française, qui est à Port-Bouët, en 10 minutes, le coup est réglé. Et Jospin était Premier ministre, et là c'était un des aspects de la cohabitation franco-française. Jospin dit, on n'intervient pas, et Chirac n'a pas pu intervenir, parce que le Premier ministre, conduisant la politique de la nation, dans la Constitution française, c'est l'article 14, il avait son mot à dire. Et donc Bédier est venu en France. Mais ces chefs d'État africains considéraient à l'époque que c'était une forme de sécurité sociale pour eux, une protection naturelle. Pour qui? Pour les chefs d'État. Quels chefs d'État? Les chefs d'État africains. Ils avaient un coup d'État qui leur tombait dessus, on envoyait un bataillon de l'armée française, on a fait ça avec David Dacko en Centrafrique, on a fait ça avec Léon Mba au Gabon, on a failli faire ça avec Bédier en Côte d'Ivoire, et on aurait pu le faire dans un certain nombre de circonstances dans d'autres pays africains pour préserver, entre guillemets, le précaré. Ou des fois...
pourquoi fallait-il un précaré? C'est le problème de la géopolitique internationale franco-africaine de ces 70 dernières années qu'on n'a pas fini d'écrire, puisque même on découvre aujourd'hui qu'on peut déplacer 2000 personnes sans que l'opinion française soit au courant. Donc il y a des choses encore. Et la dernière chose que je dirais pour les Africains, c'est que la base militaire en elle-même n'est pas une garantie d'indépendance, enfin, qu'il n'y ait pas de base. Ça ne change pas grand-chose quand on a des bons rapports avec les gens dont on demande à ce qu'il n'ait pas de base chez soi-même. Je prends l'exemple du général de Gaulle. Oui. C'est lui qui a retiré les bases américaines en France. Parce que depuis 1945, jusqu'à les communistes demandaient la sortie des Américains, US GOM, etc. C'est le général de Gaulle qui a retiré les bases, mais qui, dès qu'il y a eu le problème de la bataille, de la guerre, des affaires de Cuba, a dit « je suis avec les Américains ». C'est très important. La crise des missiles. La crise des missiles de Cuba, il a quand même dit « c'est notre allié ». Mais on n'a pas besoin d'avoir que l'allié est une base chez soi-même. On ne le dit pas souvent. Donc la France, qui a fait ça vis-à-vis des Américains, elle doit l'admettre vis-à-vis des Africains. Ouais. Mais moi j'ai une question, parce que quel est aujourd'hui le pays africain qui peut dire qu'il est solide militairement? Lequel? Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oui, ça c'est clair. Sur combien d'États? Après compte tenu de l'histoire particulière de ce pays... Sur combien d'États, en fait? Maintenant, l'Égypte aussi. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que qu'il y ait une coopération militaire entre les États, ça ne doit pas nous surprendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant le problème. Je rejoins complètement vos avis quand vous dites que c'est le narratif qui accompagne la présence des bases militaires. Et quand on voit effectivement que depuis des années, quand on nous parle de terrorisme dans ces pays en Afrique subsaharienne et que ce terrorisme n'a pas diminué, n'a pas baissé, alors qu'il y a des bases militaires françaises, on parle du Tchad. C'est la question à se poser. Le Tchad est complètement déstabilisé de part et d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une assurance à N'Djamena. Mais en dehors de N'Djamena, vous avez quelle assurance? Bon, il est déstabilisé du côté du Soudan. Il était déstabilisé d'abord par les coupeurs de route, par les djihadistes, etc. Mais on a les présences des bases françaises. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Donc, c'est le narratif qui accompagne la présence. Je suis tout à fait d'accord. Votre question est très intéressante. Mais si on la ramène à la période d'avant le démantèlement de la Libye qui a exacerbé le terrorisme au Sahel et avant la naissance de Boko Haram en 2009 au Nigeria, on sait par expérience lorsqu'il y a des troubles dans un État, l'armée française se dépêche de rapatrier ses ressortissants. Donc peut-être que c'est plus pratique qu'une base, qu'on décolle d'Abidjan pour aller, ou de Libreville, pour aller rapatrier des gens au Togo ou au Bénin, que de décoller de Paris. C'est peut-être pour ça. L'instabilité des États à l'époque, et Claude Wilfried Kanga pose la question la plus importante, qui permet ces instabilités? C'est ça aussi la question aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, si on s'en tient à votre question, quelle est l'utilité des bases militaires au moment où il n'y avait pas encore le terrorisme sur le continent, parce qu'on n'a pas toujours eu le cas du Sahel qu'on a aujourd'hui. Non, mais on parle plutôt d'une augmentation du terrorisme, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours su, par exemple, que le Tchad, enfin, vous dites 2009, on met un nom sur cette organisation qui est devenue une institutionnalisation du terrorisme, mais il y a toujours une insécurité, c'est-à-dire que il y a toujours une insécurité qui a régné dans ces pays-là. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas moi. Tirer quelle conclusion? Non, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec le fait que la présence des bases militaires françaises dans certains États et la montée du terrorisme, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on est en droit de se poser la question de savoir, mais comment ça se fait que y ait ces bases militaires et que le terrorisme augmente? Ça, c'est clair qu'il y a un problème au niveau du narratif. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec mon compatriote, c'est de dire que il a parlé il faut arrêter avec les impérialistes. Mais c'est par quoi on remplace la France? On ne sait pas. Non, il ne s'agit pas de remplacer un impérialiste par un autre. Il s'agit de définir le type de coopération. Absolument. Lorsque la base militaire est une décision qui émane de la grande puissance, ça ne peut pas être dans l'intérêt des locaux. La preuve, la base d'Okinawa au Japon
Il y a en moyenne 50 000 soldats américains au Japon et rien que sur la base d'Okinawa, il y en a 25 000. Le Japon n'est pas immédiatement menacé par le terrorisme. Le Japon, c'est la troisième économie mondiale. Le Japon, c'est la première puissance littéralement technologique et mondiale du point de vue de l'électronique. Le Japon aurait la capacité de créer ses moyens de défense. Mais on voit bien comment les Américains s'y opposent. C'est-à-dire, la problématique de leur présence ne découle pas du fait que le Japon n'est pas en capacité de se protéger. Mais la capacité du Japon à se protéger obligerait les Américains à s'en aller de manière... Non, mais attention, donc, moi ce que je dis, attention. Oui, mais ce que je dis rapidement, c'est que c'est le narratif qui accompagne. Vous parlez des Américains. Les Américains sont présents sur le continent africain, mais sous quelle forme? Plus dans les missions de paix. Et je veux dire, récemment au Niger, non? Non, mais récemment au Niger, non? Ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner. On est d'accord. J'aurais bien aimé y aller au bout pour finir sur les bases militaires, je vais vous donner une petite anecdote. Nous sommes au 20e anniversaire du bombardement de Bouaké. Vous vous souvenez que 9 soldats français sont morts. Pour des raisons personnelles, au lycée français de Bouaké, 9 soldats français sont morts. J'ai eu accès à l'entièreté du dossier d'instruction, de la première à la dernière ligne. J'ai découvert, même l'avocat des soldats français ne l'avait pas regardé parce que c'était la fin du dossier, et j'ai exhumé ces documents. Ce sont les notes adressées par Georges Lain, chef d'état-major particulier du président de la République, et de Bonnecorse, qui était le monsieur Afrique de l'Élysée à l'époque, pendant les jours qui ont précédé le jour du bombardement et après. Et j'ai découvert une note de la veille du jour où il y a eu le bombardement, alors que les Ivoiriens avaient bombardé le jeudi et le vendredi. Donc, le vendredi soir, Georges Lain fait une note à Chirac dans laquelle il est dit, à un moment donné, « Selon vos instructions, nous avons positionné 3 Mirage F1 sur la base de Libreville pour l'opération de demain. Pour quelle opération? Détruire le Sukhoi de non, pas détruire les Sukhoi. Laisser les Ivoiriens soi-disant bombarder le samedi, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est les Français qui ont payé les gars pour le faire, et ensuite aller arrêter Gbagbo et faire venir 3 F1 sur Abidjan pour les faire voler à basse altitude sur Abidjan pour calmer toute velléité de patriotes de sortir dans la rue. C'est la seule explication plausible. Et jamais personne, même les avocats, même le juge d'instruction, s'est intéressé à ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major de Chirac. Le paradigme a évolué. Et ça veut dire qu'il y avait une base à Libreville qui était à 1 heure d'avion d'Abidjan. C'est ce que nous disons. Voilà, c'est tout. Effectivement. Alors, en 1 minute, si je peux terminer et aller au bout de ma pensée par rapport à la question, parce qu'elle est intéressante, on remplace par quoi? On remplace par l'information. L'exemple que je prenais sur Okinawa, c'était pour montrer que fondamentalement, les bases militaires ne sont pas là pour combattre le terrorisme. Absolument pas, sinon elles l'auraient combattu. Des gens qui ont des drones et toute la logistique militaire qui sont incapables de débusquer des petits badauds qui se baladent parfois en plein désert, donc à découvert. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc, à partir de l'information, on détermine quels sont leurs circuits d'approvisionnement, d'où tiennent-ils le matériel avec lequel ils mènent les assauts, que veulent-ils vraiment, qui les finance, quels sont les circuits qui leur fournissent le carburant, au propre comme au figuré. Une fois qu'on a fait ça, on a détruit la principale arme en situation de guerre, l'information. Parce que c'est le narratif selon lequel on combattrait le terrorisme qui légitime justement la continuité de ces bases-là. Dès l'instant où la population africaine dans son entièreté saurait que non seulement les bases militaires ne combattent pas du tout le terrorisme, mais dans une grande mesure, les puissances mêmes qui sont possesseurs de ces bases militaires sont derrière l'exacerbation, ou du moins le statu quo en matière de terrorisme. C'est votre avis. Hein. Je persiste et signe dessus, évidemment. C'est votre... Une fois que ce sera fait, il sera beaucoup plus compliqué de revenir expliquer aux Africains que le terrorisme menace votre sécurité, il faut vous protéger. Le propos est clair, le propos est clair. Mais vous l'avez dit, la question des bases militaires répond à des besoins, à des enjeux géopolitiques importants. D'ailleurs, les Américains ont aujourd'hui une base militaire en Allemagne. On ne le Ramstein. dit pas à Ramstein. Des dizaines d'autres, plusieurs bases. La principale, c'est Ramstein, mais il y a vraiment une petite quinzaine. Absolument. Ils ont une centaine de bases en Afrique. L'Allemagne est un État normalement souverain et indépendant. Les populations ne demandent pas aux bases militaires américaines de partir. Si. Le parti Die Linke en Allemagne notamment, qui protestait contre le fait qu'on ne les laisse même pas pénétrer à l'intérieur de Ramstein.
2024, on l'a dit, a été marqué par plusieurs événements, mais nous avons évoqué la présidentielle donc, de septembre de la Namibie, par exemple, qui vient de porter une femme pour la première fois à la tête de cet État. On a parlé de la présidentielle au Sénégal, mais il y a 2 présidentielles importantes, voire même 3. Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire en 2025. Parlons de la Côte d'Ivoire. Bénin, Oudin. C'est un lapsus révélateur. Oui. Septembre 2024, 15 partis politiques, dont celui de Simone Gbagbo et celui de Georges Blé Goudé, se retrouvent à Beaunois pour pondre une déclaration qui exige des réformes électorales. Le PPACI de Laurent Gbagbo, celui dont vous êtes le conseiller, n'a pas signé cette déclaration. Pourquoi? Déjà, pour commencer là, pourquoi? D'abord parce qu'on en avait signé une auparavant avec les partis, déjà. Donc ça faisait un deuxième usage, sans aucun intérêt. Oui, mais enfin, on n'est pas là pour signer tous les matins des soi-disant documents d'opposition, etc. On est là pour que l'élection de 2025, en octobre, à Abidjan, soit une élection charnière pour l'avenir du pays. Pour ça, il faut une commission électorale, il faut une liste électorale, il faut l'organisation sur le terrain des élections, la façon dont ça va être compté, parce que je rappellerai cette fameuse phrase de Staline qui disait « Dans les élections, c'est pas ceux qui votent qui comptent, c'est ceux qui comptent les voix. » Hein, et c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de cas. L'enrôlement a été initié, mais enfin, la liste électorale, elle est à reformer complètement parce qu'elle est actuellement de 7 ou 8 millions de personnes. Et quand vous voyez l'élection du Ghana, le Ghana a à peine plus d'habitants que la Côte d'Ivoire. Ils ont 13 ou 14 millions de gens inscrits. Donc, il en manque beaucoup en Côte d'Ivoire. Et puis savoir dans ceux qui sont inscrits, ceux qui ne devraient pas l'être. Par exemple, une femme qui a 500 enfants, c'est difficile. Il y a des exemples précis comme ça. Et puis il y en a d'autres. C'est moi, par exemple, j'ai été enrôlé. Oui. J'ai mon document d'enrôlement. C'est bien. J'ai jamais reçu ma carte d'électeur. Oh, on a encore 10 mois devant nous. Non, mais c'était pour 2020. Alors, je peux vous dire. Donc j'ai du temps derrière moi. Donc il faut. Je devais l'avoir dans ma boîte aux lettres. Peut-être qu'il y avait un trou dans la boîte. Mais parlons de la Côte d'Ivoire plus généralement. Donc le problème, c'est pas de signer des documents. Le problème, c'est que les choses s'organisent normalement et que les règles soient précisées. Par exemple, la commission électorale actuelle ne peut pas perdurer dans sa structure parce qu'elle ne représente pas du tout une commission indépendante. Si on fait les élections aujourd'hui, vous pensez que Laurent Gbagbo va gagner? Déjà, dans l'hypothèse qu'il est inscrit, il est réinscrit. Non, mais c'est une hypothèse qu'on va évacuer maintenant. Le président Laurent Gbagbo, je l'ai dit à cette antenne et dans d'autres, est électeur éligible. Une raison très simple. Gagné, hein. Non, mais ça sera gagné parce que c'est du droit. Il y a eu une loi d'amnistie le 6 août 2018. Oui. Le président Gbagbo en a été exclu pour une seule raison, c'est qu'il était à la Cour pénale et qu'on attendait le résultat de la Chambre d'appel. Oui. À partir du moment où il a été confirmé dans son acquittement total, oui. Il n'y a plus d'obstacle pour qu'il bénéficie de l'amnistie, parce que l'amnistie, elle existe toujours sur les faits de la BCEAO, qui n'ont jamais existé, mais qui ont été amnistiés en droit. L'auteur principal, entre guillemets, Koné Katinan, a été amnistié. Les co-auteurs, comme Dacoury Tablet, Désiré Dallo, ont été amnistiés. Le co-auteur Gbagbo, à partir du moment où il a ses droits civiques redonnés par la Cour pénale, est automatiquement bénéficiaire de ça. Fait la démarche. Mais il n'y a aucune démarche. Mais si, la seule démarche, c'est que la commission dit. Non, mais d'abord, le président de la commission n'a aucun droit de regard sur qui doit être candidat ou pas être candidat. On est d'accord. Il ne l'a pas dit. Bon. Il dit, moi, j'ai demandé à la justice de m'envoyer la liste des personnes. Oui, ben la justice devra lire le texte qui a été publié pour l'amnistie et en tenir compte. Et je dirais, pour la petite histoire, c'est qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, l'ambassadeur de France à Abidjan, l'ancien directeur Afrique du Quai d'Orsay, Jean-Christophe Béliard, est allé passer le dimanche après-midi chez Gbagbo. Le lundi, il y a eu une réunion au PPA avec invité Kluivert Coulibaly, le patron de la commission électorale indépendante. Et question posée sur le perron à la sortie de la réunion, est-ce que Gbagbo va être sur la liste électorale? Il dit, ce n'est plus un problème, ce n'est plus un sujet. D'accord. Bon, très bien. Un point, un trait. On va partir donc
Du principe qu'il sera candidat. Et vous, dans 10 mois, on va dire pratiquement, c'est dans 10 mois pratiquement la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'opposition, on le voit, ce n'est pas encore la grande union. Quel regard vous posez sur les rapports de force politique aujourd'hui entre le pouvoir et l'opposition quant à cette présidentielle prévue dans 10 mois? Alors, ce que je trouve intéressant déjà, c'est que concernant l'élection en Côte d'Ivoire, c'est que récemment, on a vu la passe d'armes entre Billon et Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, bien sûr. Et en fait, ça pose la question de savoir si cette élection ne va pas réveiller, en fait, déjà les problèmes qu'on a eus au moment de l'ivoirité, etc. Parce que ce qui est reproché notamment à Tidiane Thiam, c'est son absence de la Côte d'Ivoire. C'est de lui dire, mais est-ce que vous pouvez défendre un pays dont vous avez été absent le plus souvent pour des raisons, bien qu'elles soient professionnelles, et celui-ci se défendre en disant, bon, ce sont mes idées... La question n'est pas totalement bête. Tout à fait. Ce sont mes idées qui comptent. Mais sauf que ça laisse quand même entrevoir qu'on sait déjà que quand il y a eu une campagne qui avait causé énormément de problèmes en Côte d'Ivoire, donc on espère que celle-ci se passera en tout cas avec bienveillance, si je peux le dire ainsi, avec toute mon analyse politique. Mais c'est toujours la difficulté que nous avons. À partir du moment où le parti porte désigne un candidat, pourquoi on spécule encore autour? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie adhésion du parti, simplement. Mais quand à l'issue d'un congrès, un grand parti comme le PDCI... Mais il n'y a pas eu de congrès pour choisir un candidat pour la présidentielle au PDCI. Il y a eu une réunion pour choisir le président du PDCI. Autant pour moi. Et actuellement, il y aura une primaire, entre guillemets, qui est à venir, dans laquelle Billon est candidat, Tidiane Thiam, je suppose, est candidat. Non, et Billon effectivement, candidat, on ne sait pas, je ne vais pas dire beaucoup de choses à l'antenne aujourd'hui, mais dans l'affaire Thiam, Côte d'Ivoire, il y a des sous-entendus qui sont dangereux, à la fois par le parcours de Thiam en Côte d'Ivoire et par des résonances de... Quel sous-entendu? D'appartenance ethnique ou disons, du nom. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire sort du problème d'un président avec cette histoire de burkinabé, etc. Mon assistant, quand j'étais au palais, comme conseiller du président, mon assistant personnel, c'était un jeune cadre qui s'appelait Lazeni Ouattara. Pour moi, il n'y a pas de souci sur le nom de la personne, c'est la situation d'origine. Ce Lazeni Ouattara était bien un Ivoirien. Quant à Alassane Ouattara, tout le monde connaît ma position. Sur le problème de Tidiane Thiam, il y a le fait qu'il est ivoirien aujourd'hui. Ça n'a jamais été contesté. Il est né à Abidjan, etc. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Oui. Bon. Il y a un élément sur lequel je ne mettrai pas ma main à couper, c'est sur l'ADN avec Houphouët-Boigny, ça c'est clair. Qui le présente d'ailleurs comme qu'il a déjà présenté comme un héritier. Oui, bon, on aura peut-être d'autres réunions pour ça et je ne vais pas le dire aujourd'hui. D'accord. Et le problème à l'intérieur, mais ça c'est un problème du PDCI d'abord. C'est au PDCI de régler ses problèmes internes. Oui. Et les oppositions, l'union des oppositions, ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est qu'il y ait une organisation d'élection qui se rapproche un peu, et c'est pour ça que je disais l'année dernière qu'il était important que ça se passe bien au Sénégal, parce que ça serait un exemple. Et si cette élection se passe comme au Sénégal, j'ai pas beaucoup de craintes sur le résultat pour Gbagbo. Ça, c'est clair. Mais c'est parce que c'est les Ivoiriens qui doivent voter. C'est la population ivoirienne qui doit décider elle-même, et pas un appareil de parti qui dit on est unis à 4 ou 5 avec un bout de papier, et c'est pour ça que notre gars va gagner. Ça fait que 5 personnes. Mon raccourci de tout à l'heure venait du fait que, par habitude, lorsque on désigne quelqu'un président de parti, généralement, il est reconduit, il est désigné comme candidat par le Congrès. Il serait absurde qu'à l'issue du congrès du PDCI, on désigne quelqu'un d'autre comme candidat à la présidentielle. Mais ce n'est que mon avis. Je propose qu'on marque une petite pause, on revient dans quelques minutes, dans quelques instants, pardon, et vous aurez le temps de prendre la parole par rapport à cette question-là. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine.